Bonjour à tous. Étudier, magnifier, podcaster, repodcaster, glorifier à outrance. La bataille de Marignan 1515 sonne comme une paire de louis d'or dans sa poche. Si durant nos nombreuses années de scolarité, on nous demande de retenir une date, c'est bien la seule date que l'on sera capable de ressortir pour résumer l'histoire militaire de la France. Laissons ce privilège à d'autres, car Postscriptum n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, c'est une projection de 10 ans en avant que nous allons découvrir, un sujet très sensible que de tout temps nous avons essayé d'enterrer. La bataille de Pavie 1525, l'évitable chute de François Ier, c'est maintenant sur Postscriptum. Postscriptum avec Éloi Sainteau. Tous les samedis à partir de 14h. Ce n'est qu'à 20 km seulement du glorieux champ de bataille de Marignan que va se dérouler une des plus cuisantes défaites de la France. Pavie va coûter terriblement cher au royaume à tel point de le faire quasiment basculer. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, venons-en directement aux circonstances de la bataille et aux enjeux qui sont derrière. Nous avons d'un côté notre glorieux roi de France François Ier, qui a joyeusement commencé son règne avec la bataille de Marignan, un succès qui ne pouvait présager que du bon. Et d'un autre côté, nous avons le plus puissant roi du monde, Charles Quint, empereur qui détient à peu de choses près la globalité des territoires de l'Europe. C'est donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le roi d'Espagne, roi de Naples, de Sicile, roi de Jérusalem et duc de Bourgogne. Quelques petits lopins de terre épars et clairsemés, me direz-vous. Pavie se situe dans le nord de l'Italie, non loin de Milan. Eh bien, c'est justement du duché de Milan dont il est question, et il y a en jeu des deux parties belligérantes. Pour François Ier, cela serait pour éviter que Charles Quint, son plus grand ennemi de tous les temps, ne possède tous les territoires adjacents à son royaume. C'est vrai que d'avoir cette espèce d'énergumène espagnol qui possède les 3/4 du monde comme voisin à toutes ses portes et fenêtres, c'est un petit peu gênant, vous en conviendrez, quand on est François Ier de la Renaissance française. Pour Charles Quint, c'est en fait un enjeu beaucoup plus important, et même vital, puisque c'est un peu délicat pour Charles Quint de traverser la France d'un bout à l'autre quand il faut relier le Saint-Empire, qui est à l'ouest de la France, et l'Espagne. Le duché de Naples est providentiel pour assurer la cohésion des territoires de Charles Quint. S'il perd le duché de Milan, cela va conduire finalement à la perte de l'autoroute interimpériale de Charles Quint, si j'ose dire. Il va devoir prendre l'Atlantique pour joindre les deux bouts, un périple beaucoup plus long qui, vous imaginez, fait prendre beaucoup de retard aux décisions royales, au mouvement des troupes et au fonctionnement de l'administration. Si cela arrive, c'est donc finalement en un mot la perte de vitesse de l'Empire tout entier. Voilà donc pour ce qui est des enjeux de la bataille. Pour comprendre le contexte militaire de la bataille, il faut revenir quelques mois en arrière. Charles Quint avait tenté de conquérir la Provence, mais il n'y est pas arrivé. Finalement, fiers de leurs exploits contre l'armée impériale, les Français se sont aimablement amusés à repousser de plus en plus loin les armées impériales jusqu'à très loin, jusqu'à Milan finalement, dont ils feront le siège. Eh bien, figurez-vous, les Français sont encore victorieux. Ça y est, se disent-ils, c'est la loterie, on a tiré le chiffre gagnant. Mais comme toute bonne histoire a une fin, il fallait absolument que les Français assiègent Pavie. Donc au départ, c'est un siège, comprenons-le bien. L'armée de François Ier est devant les portes de la ville, bloquant tout apport de vivres. Et cela dure très longtemps. 3 mois, si bien que la ville est en train de lâcher. Jusqu'au jour où l'empereur déploie une armée qui vient en fait bloquer les Français entre la ville et cette armée. C'est l'assiégeant assiégé si vous voulez. Le siège de l'armée française dure à peu près 3 semaines. On se demande un peu ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'on est censé faire finalement. Et là, patatras, dans la nuit du 23 au 24 février 1525, les forces impériales ouvrent une brèche dans le mur militaire français. Et là, eh bien, c'est la boucherie, disons-le.
Les grands capitaines de l'armée, les nobles, tombent par dizaines à la minute, si bien que la noblesse de France, après cela, sera très jeune, puisque tout le monde est mort à Pavie. On dit à François Ier de se replier, de plier bagages et de battre en retraite. Mais non, il y a un fantôme là-dessous. Le fantôme de François Ier à Marignan. Le fantôme de ce roi, à peine ayant serti sa tête de la couronne des rois de France, qu'il part conquérir d'une traite le duché de Milan, qui avait fait les envies et les désastres des précédents monarques. Fidèle à sa première image glorieuse qui lui avait valu la reconnaissance éternelle des Français et de l'Europe, ce tout jeune roi vainqueur de la première fois ne peut pas affronter l'humiliation d'un repli face à Charles Quint. En chevalier d'honneur et en exécrable stratège, François Ier se jette la tête la première, et ce n'est pas une métaphore, dans le vif de la bataille, dans l'affreuse mêlée de ferrailles, de hurlements et de sang. Quel chevalier courageux, peut-on penser, mais quel brave imbécile l'est en réalité. François Ier est désarçonné, le roi de France est prisonnier de Charles Quint. Ils deviennent, peut-on le dire, nos habitués sur Postscriptum. Denis Rézindadre et son ensemble Douce Mémoire viennent d'interpréter une musique à danser de la Renaissance, La Gaillarde de la Bataille, par Pierre Falaise. Vous écoutez l'émission Postscriptum avec Éloi Sainteau. C'est la deuxième fois qu'un roi de France est fait prisonnier. La première fois, c'était pendant la guerre de 100 ans, avec Jean II le Bon à la bataille de Poitiers. Toute la France se souvient alors de la somme colossale qu'il aura fallu rassembler, sans parler des plus d'un tiers du royaume qui ont été cédés à Édouard III d'Angleterre. François Ier est donc amené à Madrid 4 mois à peu près après la défaite de Pavie, et ses conditions de détention sont très rudimentaires. Il est dans une cellule du château dont il n'a pas le droit de sortir, et c'est d'autant plus difficile pour François Ier. Lui qui a été habitué très tôt au plein air, il adore la chasse, c'est un homme très sportif, et tout cela déteint sur sa santé et surtout sur son moral. Ce qui est normal après tout. Tout cela ne nous fait que repenser au joyeux confinement, n'est-ce pas, que nous avons dû subir. Grand collectionneur de chevaux, de banquets, de fêtes, de châteaux et de femmes, l'abstinence est d'un seul coup très rude. Vous l'imaginez. Alors ça va de moins en moins bien, plus les semaines s'écoulent, plus ses paroles semblent désordonnées, et son teint pâlit inexorablement, jusqu'au moment où on le fait diagnostiquer. Il a, semble-t-il, un abcès au nez. Son état devient tellement critique que les médecins annoncent à Charles Quint sa mort prochaine. Donc il va le voir, il tente de lui remonter le moral, mais rien n'y fait, évidemment. Le problème, c'est qu'un otage d'une si grande importance mort, eh bien cela n'a plus beaucoup d'utilité pour Charles Quint qui espère tout de même récupérer un bon pactole en échange de sa libération, et pourquoi pas le royaume de France tant qu'on y est. En France, justement, la situation est absolument catastrophique. De par le traité de Madrid, signé par François Ier étant captif, la France devait restituer l'immense duché de Bourgogne à Charles Quint, le comté de Charolais. Aussi, le roi d'Angleterre pouvait autrement se servir dans la marmite en reprenant l'Aquitaine, la Normandie, la Picardie, et puis le titre de roi de France tant qu'à faire.
Le connétable de Bourbon aurait eu également sa part en reprenant la Provence, François Ier devait épouser la sœur de Charles Quint, et enfin livrer 2 otages royaux, le dauphin de France François, qui devait succéder à François Ier son père, et puis le petit Henri, futur Henri II. Outre cet alléchant traité, il y a le problème, qui n'est pas des moindres, de la situation à l'intérieur de la France. Depuis que le roi et sa fermeté ne sont plus là, c'est un petit peu le carnage au pays. Louise de Savoie, la mère de François Ier, a dû reprendre les rênes du royaume en tant que régente en titre, et puis accompagnée par tous les ministres du Grand Conseil. Cette immense faiblesse de la couronne, ce temps de latence dans le pouvoir royal, a favorisé, vous imaginez, bien des complots, des convoitises et des manigances, notamment venant du Parlement de Paris. Pour vous faire court, le Parlement est l'assemblée de prélats et de légistes qui ont le pouvoir de modifier, voire de renvoyer, les édits qui sont sous forme de lettres patentes du souverain. Ces cours, il y en a 12 en France, au total, et elles détiennent le droit de remontrance. Elles rendent justice au nom du roi qui leur a délégué. Évidemment, un droit aussi proéminent face à la couronne a fait l'objet de nombreux abus en toute impunité. Et il y a beaucoup de tensions entre le pouvoir royal et le pouvoir du Parlement. Fort de cela, le Parlement en profite pour tenter de ne pas reconnaître Louise de Savoie comme régente. On comprend donc combien cela a dû être passablement compliqué pour Louise de Savoie de diriger un pays sans roi, un pays qui se fait démembrer de toutes parts par ses voisins, et une famille royale en déclin, transformée en série de petits lots d'otages politiques, que dis-je, d'hypothèques de médiation entre l'empire immense de Charles V et ce qui reste des lambeaux de la France. Ce qui est sûr, c'est qu'à la suite de cette bataille de Pavie, la France a réellement bien failli disparaître à jamais. Et je ne serais pas étonné si Louise de Savoie avait réellement conscience de ce risque. Heureusement pour nous, grâce à l'abominable traité de Madrid, François est libéré, sous des conditions qui, je le rappelle, ne sont même pas qualifiables. Ce sont les 2 premiers héritiers du trône de France qui vont aller à Madrid, à la place de François Ier. À peine ayant posé le pied sur le sol français, le roi va contester le traité de Madrid et, puissance à l'appui, le Parlement va sentencier l'inaliénabilité du duché de Bourgogne de la France. Ce qui fait que François Ier peut empaler le traité de Madrid sur une pique, le traité n'a plus aucune valeur. La scène de l'échange d'otages a pour toile de fond la rivière de la Bidassoa, qui sépare les 2 camps, côté français, côté espagnol. La barque qui transporte François, sur la terre française, ramène les 2 enfants otages et n'ont que le temps de se faire embrasser le front par leur royal père. C'est ainsi que durant 4 longues années, François et Henri vont être les otages de Charles V. En plus de cela, la France devra verser cette fameuse somme complètement astronomique, sortie de l'espace, de 3 millions d'écus d'or. C'est le budget annuel de l'État, l'équivalent de nos jours de plusieurs dizaines de milliards de nos euros. Il aura fallu plus de 300 mulets, dit-on, pour porter ces caisses d'or, sans parler des difficultés fiscales déjà fort présentes à cause des mauvaises récoltes des années précédentes. Pendant encore des années, Charles Quint et François Ier n'auront de cesse de se monter en compétition, en rivalité, ne pouvant jamais trouver d'accord, d'entente à leur conflit. Je vous ferai grâce des détails, mais finalement, ce sont les dames qui vont pouvoir mettre fin à cette discorde. Je parle ici de la mère de François Ier, nous l'avons évoqué, et de la tante de Charles Quint, Marguerite d'Autriche. Elles vont toutes 2 se retrouver à Cambrai en ce début d'août 1529, et chacune d'elles vont se faire mutuellement des suggestions, des concessions. François Ier devra renoncer pour de bon à l'Italie. L'histoire nous dira que ce ne sera pas finalement pour de bon. Il devra également épouser Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint. Puis la France devra verser 2 millions d'écus d'or, encore une somme s'ajoutant à la dette monstrueuse de la France. En revanche, Charles Quint n'est pas exempté. Il devra renoncer à la Bourgogne en la rendant à la couronne de France, et le plus important, par-dessus tout, il devra rendre les 2 héritiers du trône, François et Henri, qui, je le rappelle, sont enfermés depuis 4 ans à Madrid toute leur enfance. Ce sont finalement ces dames qui mettent fin à la 7e guerre d'Italie. C'est la paix des dames de 1529. Je veux donc conclure ce podcast en rendant un fier hommage à cette régente qui n'est pas sans rappeler, par certains côtés, notre chère Blanche de Castille. Louise de Savoie aura donc bel et bien sauvé notre terre.
la France, gouvernée de sa main pendant la captivité de son fils, a su faire face à cette bande de vautours, de fiefs. Et c'est en partie grâce à elle, une maman de l'histoire en plus, que nous devons ce qui aujourd'hui nous appartient. C'était Postscriptum avec Éloi Sainteau. Ce sera donc tout prochainement les grandes épidémies de l'histoire qui vont faire la une de Postscriptum. D'ici là, portez-vous bien.